retraitée. J'ai travaillé 25 ans à la clinique de sclérose en plaques du CHUM. Je veux juste vous aviser que ce soir, la conférence va être enregistrée et elle sera disponible sur la chaîne YouTube très prochainement. Suivante. Accès spécial, c'est quoi? C'est une ressource en sclérose en plaques. SP pour sclérose en plaques, éducation, communication, information et accès en ligne. Suivant. Dans le fond, le but, pourquoi on a fait ça, c'est pour vous rejoindre virtuellement afin de mieux faire connaître et comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Nous sommes 4 infirmières. Il y a Judith Brouillette qui est là ce soir, qui va répondre à vos questions. Nathalie Caron, Isabelle Jalbert et moi-même, Josée Poirier. La plateforme utilisée, elle est publique. Fait que par souci de confidentialité, si jamais vous désirez discuter de votre situation personnelle, nous vous recommandons de vous référer à votre infirmière de clinique spécialisée, votre neurologue traitant ou encore votre programme de soutien du médicament modificateur de la maladie que vous prenez. Et je vous dirais, j'ajouterais aussi votre pharmacien de spécialité parce qu'il connaît les médicaments que vous prenez, il connaît bien votre dossier. Suivant. Les infirmières d'accès SP doivent respecter les règles de l'Ordre des infirmières du Québec et la loi sur les aliments et drogues. C'est pour cette raison, pour tout ce qui est des médicaments, les classes vont être nommées plutôt que le nom des médicaments spécifiques. De plus, si vous présentez des effets secondaires ou des soucis en ce qui concerne la médication que vous prenez actuellement, il est recommandé de vous référer à votre équipe traitante ou au programme de soutien téléphonique correspondant à votre traitement. Ce soir, je vais vous parler des troubles visuels en sclérose en plaques. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne passera pas à travers tous les problèmes visuels parce qu'il y en a beaucoup. On va voir le plan de la présentation. Je vais vous parler brièvement de la structure de l'œil, juste pour vous situer un petit peu. On va parler de la névrite optique. C'est quoi les signes et symptômes? C'est quoi les examens visuels? Comment on fait pour la reconnaître? C'est quoi le traitement de la névrite optique? Je vais aborder aussi la diplopie, qui est la vision double. On va parler du nystagmus. Je vais aborder brièvement la neuromyélite optique, l'antimog, les migraines ophtalmiques, puis la conclusion. Puis je vais vous dire que tout au long de la conférence, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de clavardage et Isabelle et Judith vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Et là, à la fin, on pourra, si jamais on a encore du temps, mais vous pourrez poser des questions, puis Isabelle les verbalisera là, à tout le monde. Fait que là, comme vous pouvez voir, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit au niveau, dans le fond, complètement dans l'œil. Si vous voyez ici, on voit le nerf optique qui est complètement dans le fond, puis on voit la macula. Fait que puis on voit au niveau de la pupille, bien, quand le médecin fait l'examen, je vais vous le montrer tantôt, il est capable de voir, il est capable de se rendre jusqu'au nerf optique avec son faisceau lumineux. Suivante. C'est quoi une névrite optique? C'est une inflammation du nerf optique qui prend origine derrière le globe oculaire. La cause, c'est une lésion au niveau de la myéline du nerf optique. Ça se manifeste par une perte de vision d'un œil de façon graduelle qui peut prendre de quelques heures à quelques jours, je vous dirais en moyenne 48 heures. Et ce qui est particulier, dans 90% des cas, il va y avoir une douleur à la mobilisation de l'œil. On dit que c'est une douleur rétrobulbaire. C'est vraiment derrière le globe oculaire. Et l'intensité va être variable. Il y a des gens qui vont nous dire « j'ai seulement un inconfort quand je bouge l'œil vers le haut ». Puis il y a d'autres personnes qui vont nous dire « j'ai l'impression que l'œil va me tomber sur la table tellement c'est douloureux ». Ça dépend beaucoup. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'il va y avoir une altération des couleurs. Ça va être surtout le rouge. Il peut y avoir une vision embrouillée ou trouble. Il y a des gens qui vont nous dire « j'ai l'impression que j'ai de la vaseline dans mes lunettes ». Il va y avoir une diminution de l'acuité visuelle. Il va y avoir une perte de vision centrale, ce qu'on appelle un scotome, une céphalée. Je vais vous expliquer au fur et à mesure chacun d'eux. Suivante. Pourquoi je vous ai mis cette photo-là? C'est que quand on a une névrite optique, l'œil affecté, l'œil, il va voir beaucoup plus pâle. Vous voyez l'œil qui n'a pas de problème, il est rouge foncé, et à côté, c'est presque rose. Je me souviendrai toujours d'une patiente qui était venue à la clinique, qui avait apporté, elle avait imprimé une feuille avec 2 roses, une rose rouge et une rose rose. J'ai dit, pourquoi tu m'apportes ça? Ben, elle dit, de mon œil droit, je vois la couleur, la rose est rose. Puis quand le médecin a fait son examen, elle avait effectivement une névrite optique. Suivante. La vision peut être embrouillée, comme vous pouvez voir. Là, ça donne vraiment l'impression d'avoir... si j'avais de la vaseline dans mes lunettes, c'est probablement exactement comme ça que je verrais.
Suivante. Le scotome. Ce que ça veut dire, le scotome, c'est une perte de vision centrale. Fait que dans votre image, vous allez voir un point noir. Et si vous lisez, vous allez manquer des lettres. Et ça, c'est particulier. On voit ça souvent lors d'une névrite optique. Suivante. La névrite optique, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 50% des gens qui ont la sclérose en plaques, ça va être leur première manifestation. Autrement dit, si on voit une jeune personne dans la vingtaine qui se présente à l'urgence avec une atteinte, avec une névrite optique, souvent c'est un drapeau rouge pour nous. C'est pas rare que ça va être un premier épisode de sclérose en plaques. Et on sait aussi qu'environ 80% des personnes atteintes de sclérose de forme cyclique vont avoir un épisode de névrite optique au courant de leur vie. On sait aussi que ça peut affecter de façon significative la qualité de vie des patients atteints de SP, surtout si votre névrite est sévère. Suivant. Comment on fait pour diagnostiquer une névrite optique? Il y a plusieurs tests et examens qu'il faut faire. Il faut faire l'acuité visuelle, l'échelle de Slenel. Le médecin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire couvrir un œil, puis il va vous faire lire des lettres, et selon la teinte visuelle, bien là, il va coter votre vision. Et l'œil atteint. C'est sûr que pour ça soit considéré comme une névrite optique, il faut vraiment qu'il y ait une atteinte visuelle. Il va faire le fond d'œil, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, le test de la lumière. La résonance magnétique, on ne la fait pas à chaque fois. Mais comme je vous disais précédemment, si c'est votre premier épisode de névrite optique, que vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'autres problèmes de santé, on va faire une résonance magnétique. C'est rare qu'on va voir des lésions sur le chiasme optique, mais on va voir des lésions au niveau cérébral et ça nous permet justement de confirmer ou d'infirmer que c'est la sclérose en plaques. On peut aussi faire des potentiels évoqués visuels. On fait le test aussi d'Ishihara, je vais vous l'expliquer aussi. Et souvent, les gens, c'est des gens qui ont été référés par l'optométrie ou l'ophtalmologie, mais s'ils se présentent à l'urgence, on va les référer en optométrie ou en ophtalmo. Et on peut faire aussi un OCT, qui est une tomographie à cohérence optique. Suivante. Ça, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble l'échelle de Slenel. Quand on fait l'examen visuel, c'est comme je vous dis, là, on va vous faire couvrir un œil. Puis c'est le même examen qu'on fait lorsqu'on va chez l'optométriste dans le but d'obtenir une paire de lunettes. Suivante. Ça, c'est un ophtalmoscope. Pourquoi on se sert de ça? C'est quand le médecin met le faisceau lumineux, il va vraiment se coller sur vous, il va être capable d'aller voir le nerf optique. S'il y a une névrite optique, il va avoir une pâleur. Et si la névrite optique est ancienne, on va voir comme une espèce de cicatrice. Maintenant, la plupart des neurologues ont changé de leur ophtalmoscope pour des ophtalmoscopes qui sont un peu plus longs. Fait que l'œil est mieux couvert, puis c'est plus facile. Je vous dirais que c'est pas évident de voir le nerf optique. Là. Souvent, ils vont se pencher comme ça. Ça prend de l'expérience. Quelqu'un qui n'est pas habitué, là, on a beau mettre la lumière, on voit rien du tout. Suivante. C'est ça que ça ressemble. Quand le médecin voit, là, vous voyez, on voit l'inflammation du nerf optique, puis il y a une espèce de pâleur qui peut se former. Suivant. Pourquoi le test de la lumière dans chaque œil? C'est que quand on fait une névrite optique, la conduction de la lumière va être ralentie. Et ce qui arrive, c'est que si le médecin vous passe la lumière d'un œil à l'autre, l'œil qui est affecté, si vous voyez la dernière image du bas, on voit que la pupille reste dilatée. Pourquoi on appelle ça le Marcus Gunn? Vous allez voir tout au long de ma présentation, je vais nommer des noms de personnes. C'est souvent des médecins qui l'ont décrit la première fois. Fait que le premier médecin qui a décrit ça s'appelait Marcus Gunn. Fait que la pupille de l'œil, vous allez voir, elle va rester vraiment plus grande. On appelle ça en mydriase. Puis quand la névrite est sévère, je vous dirais qu'on n'a même pas besoin de faire le test de lumière, juste à regarder les deux yeux, puis on est en mesure de voir qu'il se passe quelque chose dans l'œil affecté. Suivant. La résonance magnétique, je vous ai mis une résonance qui n'avait pas de lésion parce que malheureusement, à cause des droits d'auteur, c'est difficile de trouver des images avec des lésions, mais ça ressemble à ça, votre cerveau. Puis on voit les ventricules et souvent, en sclérose en plaques, on va voir des petits points blancs de forme ovoïde. Il faut que ça soit vraiment à des endroits précis pour avoir un diagnostic de sclérose en plaques. C'est quoi un potentiel évoqué visuel? C'est un examen qui consiste à mesurer la vitesse à laquelle la conduction du nerf optique va répondre face à une stimulation visuelle comme un flash lumineux. Dans l'œil affecté, ce qui va arriver, on va avoir un ralentissement qu'on appelle une latence par rapport à l'œil non atteint. Puis ça permet de découvrir un épisode de névrite antérieure datant de plusieurs années. C'est pas rare quand on fait l'historique d'une personne qu'on rencontre la première fois.
Puis la personne nous dit « Ah, j'ai déjà eu quelque chose dans un œil, mais j'étais adolescente, puis ma mère ne se souvient pas trop c'est quand. » Puis on fait passer un potentiel évoqué. Puis il n'est pas rare de voir qu'il va y avoir vraiment une différence entre l'œil qui a déjà été atteint par rapport à l'œil qui est sain. Suivant. Le test d'Ishihara. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est le docteur Shinobi Ishihara, qui est un Japonais, qui a décrit ça en 1917. Et il y a 38 planches différentes. Fait que quand on a une atteinte visuelle, bien, souvent, le rouge, on ne le verra pas. Fait qu'on va avoir de la difficulté à distinguer le chiffre. Et c'est un test aussi qui est utilisé pour les gens qui souffrent de daltonisme, ce qu'on appelle aussi le colorblind. Et fait que, puis les planches sont différentes. Il y en a dans les teintes de vert, de mauve, de rouge, de jaune. Puis selon les pathologies, bien, on va se servir des planches différentes. Puis la personne, pour passer le test, doit porter sur le nez ou ses verres de contact. L'OCT, c'est une imagerie qui va servir à analyser la papille qui représente l'entrée du nerf optique au niveau du fond de l'œil. Ils font comme des coupes très, très, très précises, mais c'est surtout utilisé en recherche, puis il n'y a pas tous les hôpitaux qui ont ça, puis c'est quand même un examen qui est coûteux. Ça peut être utile aussi pour évaluer la progression de la maladie. Il y a des corrélations qui existent, puis ça mesure l'épaisseur de la couche de la rétine qui est composée de fibres nerveuses. Ça permet aussi d'identifier une atrophie en raison d'une perte axonale ou d'une augmentation liée à l'édème à l'inflammation. En présence d'une névrite optique, il va vraiment y avoir un amincissement de la couche ganglionnaire qui est plus importante que dans l'œil non affecté. Suivant. Les autres diagnostics possibles. Pourquoi c'est important pour s'assurer là, que c'est vraiment c'est pas autre chose telle qu'une cataracte, la dégénérescence maculaire, des rétinopathies, il peut y avoir des uveites. Je ne parlerai pas de ça ce soir parce que c'est compliqué, puis c'est pas nécessaire. On peut aussi faire des tests pour éliminer d'autres pathologies en effectuant un prélèvement sanguin qu'on appelle l'aquaporine 4 dans le cas de neuromyélite optique ou la maladie de Vick ou un dosage d'antimog. Le dosage d'antimog, c'est dans le cas de maladie des glycoprotéines oligodendrocytaires de la myéline. Ça donne beaucoup de points Scrabble d'écrire ce mot-là. Ces tests sont effectués dans des centres désignés, puis malheureusement, mais il y a des délais pour obtenir les résultats, donc d'obtenir le diagnostic. Et maintenant, ces tests-là, la plupart de ces tests-là, on peut les faire à Calgary. Avant, il fallait envoyer ça aux États-Unis. Maintenant, on peut les acheminer à Calgary, puis on obtient les résultats là, en quelques semaines. Suivant. Bon, pourquoi je remets cette image-là, c'est que je veux vous donner des trucs pour détecter vous-même une névrite optique. Ce que vous faites, c'est que vous couvrez votre œil, l'œil qui est affecté, puis vous regardez quelque chose de rouge. Si vous avez une névrite, l'œil affecté, le rouge va vraiment pâle, va être effacé, puis vous faites le même exercice avec l'œil qui n'est pas atteint, puis en principe, bien, l'œil qui n'est pas atteint, vous allez voir le rouge pompier. C'est vraiment un truc infaillible, ça fonctionne à chaque coup. Suivante. L'autre chose aussi, c'est approchez-vous d'un miroir assez près pour ouvrir la lumière, puis il est possible que la pupille de votre côté qui est de l'œil affecté, elle soit plus grande pendant quelques secondes. Ou même des fois, si vous n'êtes pas capable de le voir, vous demandez à quelqu'un qui vous accompagne puis qui se mette proche de vous puis qui allume la lumière. Puis il va être en mesure de vous dire « Ah, mon Dieu, c'est vrai, ton œil droit, la pupille est restée plus grande. » On va le voir, là, puis c'est vraiment assez visible. L'autre chose, ça, je ne savais pas ça. J'ai assisté à une conférence au mois d'octobre. C'est un neuro-ophtalmologiste qui parlait de ça, Dr. Shin. Lui, il disait de prendre une feuille, de percer un trou avec un crayon et de regarder à travers. Si votre vision s'améliore, ce n'est pas une névrite, mais vous avez probablement besoin de lunettes. J'ai trouvé ça intéressant. Puis dans la majorité des cas, vous allez ressentir un inconfort ou une douleur en bougeant l'œil affecté. Mais il n'y aura pas de rougeur, il n'y aura pas d'écoulement, la paupière ne sera pas enflée, il n'y aura pas un affaissement de la paupière non plus. Fait que ça, c'est vraiment des trucs. Si votre œil coule, si votre œil est rouge, qu'il y a de l'infection, c'est probablement une conjonctivite. Ce qui est important de faire pendant une névrite optique, il faut vraiment attendre avant de passer un examen de la vue, surtout si c'est pour un changement de lunettes, parce que tant et aussi longtemps que votre névrite ne sera pas guérie, bien, ça va fausser les résultats, puis vous allez avoir des lunettes, puis quand votre névrite va être guérie, bien, vous ne verrez pas bien. Ne pas procéder non plus à une chirurgie au laser pour corriger votre vision. Ce qui est important aussi, je vous le dis, ne pas déclarer, vous allez trouver ça drôle que je vous dise ça,
Ne pas déclarer à la SAC que vous avez fait une névrite. Pourquoi? Parce que ça va se résorber, ça peut prendre un petit bout de temps. Parce que si vous faites ça à chaque année, je vous le dis, à chaque année, la SAC va vous envoyer un formulaire et ce n'est pas le neurologue qui va devoir remplir ça, ça va devoir être un ophtalmologiste ou un optométriste, puis il y a des frais associés à chaque fois. Fait qu'évitez de conduire pendant votre névrite, ça c'est important. Puis si la névrite est sévère, portez des verres fumés s'il y a de l'ensoleillement ou si dans une pièce qui est très lumineuse, parce que ça va soulager votre inconfort, puis souvent même, ça peut donner des maux de tête si la lumière vous fatigue. Bien, ou si vous allez au soleil, bien, souvent les gens vont dire, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête ou ça m'aveugle, fait que c'est important. Puis comme je vous disais, bien, de ne pas conduire votre véhicule automobile le temps de votre névrite optique. Pendant la névrite optique, c'est sûr que si vous prenez un bain qui est trop chaud, un spa, une exposition prolongée au soleil, si votre température corporelle augmente suite à un effort physique ou que vous faites de la fièvre, ça pourrait amplifier ou intensifier les symptômes de votre névrite optique. Ce que ça va faire, ça va occasionner de façon temporaire une vision qui va être plus floue, pas fou, mais plus floue. On appelle ça le phénomène d'Uthoff. Pourquoi on appelle ça le phénomène d'Uthoff? C'est que le médecin qui a décrit ça, il s'appelait Dr. Wilhelm Uthoff. Dr. Uthoff, c'est un Allemand, c'est un ophtalmologiste qui a décrit ça en 1890. Et il s'est aperçu que quand les gens avaient une névrite, puis s'ils sortaient d'un bain chaud, la vision devenait plus floue. Mais on s'est aperçu, il y a d'autres médecins qui, par la suite, ont décrit le phénomène d'Uthoff au niveau des membres inférieurs ou des bras suite à une myélite. Fait que si vous faites un entraînement intensif ou si vous courez longtemps dehors, bien, c'est probable que vos membres deviennent engourdis, mais ce n'est pas dangereux et ça n'aggrave pas votre maladie. Dès que votre température corporelle redevient à la normale, bien, tout rentre dans l'ordre. Pourquoi ça fait ça? C'est que c'est un ralentissement de la condition nerveuse puis une perte de myéline au niveau de votre nerf optique. C'est pour ça que ça donne ces symptômes-là. Suivante. Si votre atteinte visuelle est vraiment sévère puis la douleur est aiguë et constante, le médecin va probablement vous prescrire des anti-inflammatoires avec des corticostéroïdes dedans ou des corticostéroïdes puissants par voie intraveineuse ou orale qui vont jouer un rôle d'immunosuppresseur. C'est important de traiter dans un délai raisonnable. Si ça fait 3-4 semaines que vos symptômes sont commencés, ça ne vaut pas la peine de donner des corticostéroïdes. Ce que ça fait quand on traite une névrite optique, ça permet une récupération qui va être plus rapide, ça va limiter les dommages de la myéline, mais par contre, ça ne changera pas en rien le pronostic ni le résultat visuel. Ça, c'est important de le savoir. Si les symptômes sont légers, on va attendre. On va attendre que ça s'estompe parce que dans la majorité des cas, la névrite va se résorber d'elle-même. Mais comme je vous disais, si vraiment il y a une grosse douleur, bien, il faut consulter. Les gens nous demandent souvent comment de temps ça dure une névrite? Ça dure-tu des semaines, des mois? C'est impossible de prédire ou savoir combien de temps ça va durer. Vraiment, là. Puis ça varie d'une personne à l'autre. Puis la façon dont ça récupère aussi, c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont me dire, en l'espace de 2-3 semaines, j'ai récupéré 50 % de ma vision. Puis après ça, un petit 2-3 % un petit 5 % un petit 10 % Il y a des gens que ça perdure des semaines, voire des mois. Puis la récupération n'est pas toujours complète. Puis ça non plus, on n'a pas de façon de savoir. Il n'existe aucun test pour savoir est-ce que je vais récupérer à 100 % ou est-ce que je vais rester avec une séquelle. Mais le petit indice, c'est si la névrite optique est vraiment légère, qu'il n'y a pas une grosse atteinte visuelle, en principe, la récupération est, je vous dirais, est meilleure. Mais quand la névrite est très sévère, des fois, le médecin, quand il fait l'examen visuel, puis la personne, on dit qu'elle compte seulement les doigts, bien, il est probable qu'il reste une séquelle au niveau de la vision. Puis en période de grande fatigue ou suite à une exposition à la chaleur, bien, comme je le disais tout à l'heure, la vision peut être un peu plus embrouillée. Suivante, la diplopie. Qu'est-ce que c'est la diplopie? C'est un trouble oculomoteur qui va entraîner une vision double. C'est quoi la cause? C'est une lésion du nerf oculomoteur ou une atteinte des voies nerveuses qui relient les nerfs ou qui contrôlent les mouvements des yeux. Fait qu'on peut voir deux images côte à côte ou une superposée ou diagonale l'une à l'autre. Vous allez voir l'image pour vous montrer à quoi ressemble la diplopie. Suivante. OK, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit double? C'est très, très simple. Vous couvrez votre œil avec une coquille pendant quelques heures et changez d'œil. Donc, vous allez à la pharmacie, il se vend comme une espèce d'œil de pirate. Puis c'est vraiment très efficace. Puis en même temps, ça évite, parce que quand on voit double, bien, à un moment donné, notre équilibre peut être affecté. Ça peut nous donner un petit peu mal au cœur. Puis quand la diplopie est sévère, bien, il faut faire installer un petit prise dans la lunette. Ce qu'on fait, c'est que la lunette ici, ils mettent vraiment comme des petits carreaux
Puis quand la personne, ben, elle met sa lunette, elle ne voit plus double. Puis juste pour vous dire à quel point ça peut être difficile de prédire combien de temps une vision double va durer. Moi, j'avais une patiente qui s'était fait faire un prisme dans sa lunette. Puis on la voyait de façon annuelle. Puis à un moment donné, elle vient me voir. Puis elle me demande si je vois un changement. Tu sais. Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, as-tu perdu du poids? As-tu changé sa coiffure? Puis elle dit, non, j'ai plus de prisme dans mes lunettes. Elle, après 2 ans, sa diplopie était partie. On pensait que ça resterait, puis finalement, ben, ça s'est complètement résorbé. C'est pour vous dire que d'une personne à l'autre, c'est très difficile. Vous voyez, c'est ça que ça ressemble à la diplopie. La personne peut voir vraiment là, de façon superposée. Des fois, ça peut être comme ça. Fait que c'est vraiment très dérangeant là, au niveau de la vision. Puis quand on marche et on voit double, ben, c'est sûr que notre équilibre est affecté. Suivante. Qu'est-ce que c'est que le nystagmus? Le nystagmus, je vais avoir un diapo qui va vous le montrer tout à l'heure, c'est des mouvements saccadés qui sont involontaires des yeux de droite à gauche ou de bas en haut. Puis il y a même des fois des gens qui peuvent avoir un nystagmus qui est oscillatoire. La cause, ça va être une lésion au niveau du tronc cérébral et du cervelet. Ça peut être aussi congénital ou dû à un strabisme. Les symptômes qui vont être possibles, bien, c'est sûr que vous pouvez avoir des étourdissements, des déséquilibres, une démarche instable, des nausées, de la difficulté à lire. Hein? Essayez de lire si vos yeux bougent tout le temps comme ça. Ça peut donner mal à la tête aussi. Puis parfois, l'utilisation de certains anticonvulsivants, ça va réduire l'intensité du nystagmus. Puis il y a un autre problème aussi qui ressemble à un nystagmus, c'est l'ophtalmoplégie internucléaire. Ce que ça va faire, c'est que là, il y a un œil qui va aller comme ça, puis l'autre va aller l'autre contraire. Puis quand on bouge, ça donne vraiment des yeux qui font ça comme ça. Quand c'est les deux yeux, on sait que c'est vraiment la sclérose en plaques qui fait ça. Quand c'est un seul œil, ça peut être d'autres problèmes de santé. Et quand ça arrive, c'est vraiment un drapeau rouge. Il faut vraiment communiquer avec votre clinique de sclérose en plaques. Ça veut dire que vous faites vraiment une poussée, c'est important, là, parce que ça nécessite un traitement. Fait que si on clique sur la diapo, on devrait voir, voyez ce que ça fait, ça c'est le nystagmus. Le papillon bouge. C'est vraiment très dérangeant, là, comme je vous le disais. Il y en a que c'est vite, vite. Il y en a d'autres, c'est très léger. Puis ce qui est particulier du nystagmus, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une lésion au cerveau pour avoir ça. Si vous prenez un train, puis que ça va très vite, puis que vous regardez longtemps, bien, il se peut que ça déclenche un nystagmus, mais qui va être vraiment de courte durée. Fait que soyez pas inquiets si jamais ça vous arrive, parce que en voiture, ça peut être déclenché là, de toutes sortes de façons, un nystagmus. Bon, là, je voulais vous montrer un petit peu les structures cérébrales parce que tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait des lésions dans le tronc cérébral, des lésions au niveau du cervelet. Le tronc cérébral, moi, je trouve, c'est comme un pouce. C'est ce qui est ici. Puis le cervelet, ici, on le voit, là. Fait que quand vous avez des atteintes du tronc et du cervelet, mais c'est sûr que votre équilibre va être affecté. Ça, c'est indéniable. Là, on ne peut pas s'en sortir par rapport à ça. Fait que vous voyez là, les autres, mais ça je ne veux pas embarquer dans ça. C'était juste pour vous montrer où se situait le tronc cérébral et le cervelet, là, parce que je vous ai parlé des lésions à ce niveau-là. Bon, je veux vous parler aussi des diagnostics différentiels. Pourquoi je veux vous parler de ça? C'est sûr qu'il y a plusieurs années, c'est des maladies dont on ne parlait même pas. La neuromyélite optique, l'antimod, on ne parlait pas de ça. La migraine ophtalmique plus, mais je vais quand même l'aborder brièvement parce qu'il y a des gens qui ont reçu des diagnostics de sclérose en plaques. Puis suite à l'évolution de leur maladie, les médecins se sont questionnés, se sont dit, on dirait, c'est pas certain finalement que ce soit une sclérose en plaques. Fait qu'on suivant. Bon, la neuromyélite optique, c'est aussi appelé la maladie de Vick. Encore une fois, pourquoi on appelle ça la maladie de Vick? C'est que le médecin qui l'a décrit, c'était un Français, c'est le docteur Eugène de Vick, qui a décrit ça pour la première fois, imaginez, en 1894. C'est une maladie démyélisante aussi, mais qui est caractérisée par des épisodes de névrite optique sévères, puis c'est parfois bilatéral. Fait que ça, c'est un drapeau rouge aussi. Quand quelqu'un fait une névrite bilatérale, donc les deux yeux, ça donne un son de cloche au neurologue. Il se dit probablement que ça ressemble pas mal à une maladie de Vick. Il y a aussi des épisodes de myélite transverse. Fait que les symptômes qui sont associés à ça, ça va être des engourdissements, puis y avoir une faiblesse d'un ou plusieurs membres, puis y avoir une perte de la fonction motrice, de la paralysie ou de la fatigue, puis y avoir un dysfonctionnement intestinal ou vésical
comme avec la sclérose en plaques. Parce que vous savez qu'en sclérose en plaques, on peut faire des myélites. Fait que ça aussi, à un moment donné, c'est difficile. En sclérose en plaques, on peut faire des névrites, on peut faire des myélites, mais vous allez voir, je vais y arriver pourquoi il y a une différence. Puis en début de maladie, ce qui est particulier au niveau de la NMO, c'est que parfois, il n'y a pas de lésion au niveau du cerveau. Puis je me souviens, les premières années qu'il décrivait la maladie de Vic, il disait qu'il n'y avait jamais de lésion au cerveau, mais par la suite, ils se sont aperçus que oui, il y avait des lésions au cerveau, mais les lésions se situent vraiment principalement dans la moelle épinière, donc le long de la moelle, le long de la colonne, puis elles sont longues, puis elles touchent plus que 3 segments. Je vais vous montrer une image pour vous expliquer à quoi ça correspond, là, les segments de la moelle. Vous voyez les espèces de petites taches blanches là, mais ça, c'est des lésions au niveau de la moelle. Puis en sclérose en plaques, quand il y a des lésions au niveau de la moelle, c'est toujours des toutes petites lésions qui touchent seulement un segment. Tandis qu'en NMO, c'est vraiment ce qu'on appelle des lésions qui vont être extensives. Vous voyez, là, c'est long, là, ça part de là jusque là, puis il peut y en avoir plusieurs. Fait que ça, c'est vraiment un des critères pour avoir un diagnostic de NMO. L'autre critère aussi, suivant, oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'incidence est beaucoup plus grande chez les Asiatiques. Vraiment, là, il y en a beaucoup. L'âge d'apparition est un peu différent aussi. Ça va être autour de 39 ans, tandis qu'en sclérose en plaques, ça va être autour de 29 ans. Juste pour vous dire, même si ça ne correspond pas, là, même si on ne parle pas de ça ce soir, mais on a longtemps pensé, étant donné que la majorité des femmes ont leurs enfants de 25, 29, 30 ans, bien, il y a, jadis, il y a des médecins qui disaient, bon, ben, c'est à cause que tu as eu un enfant que tu as la sclérose en plaques. Ça n'a aucun rapport. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'âge d'apparition correspondait souvent à l'âge où les femmes devenaient enceintes. Il y a plus de femmes que d'hommes, comme en sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune aussi, mais ce qui est particulier du NMO, ça implique une défectuosité de l'anticorps de l'aquaporine 4. Fait que c'est une prise de sang qu'on fait. Et avec cette prise de sang-là, on appelle ça NMO-IgG ou le dépistage de l'aquaporine 4. Et quand c'est positif, bien, ça nous permet de confirmer puis de justement éliminer que c'est de la sclérose en plaques. Tandis qu'en sclérose en plaques, présentement, on n'a pas de biomarqueur spécifique. On ne peut pas faire une prise de sang puis dire, monsieur, madame, vous avez la sclérose en plaques. On n'en est pas rendu là. Mais il y a certains biomarqueurs qui existent, mais ils ne sont pas spécifiques. Comme là, il y a les neurofilaments. C'est quelque chose qu'on voit qui est nouveau, mais ce n'est pas spécifique à la sclérose en plaques non plus. Suivant. Ce qui est particulier aussi pour les types de poussées en NMO, c'est que la névrite optique, elle va être, comme je vous disais, soit d'un seul œil ou des deux côtés, mais elle va laisser souvent un déficit. Jusqu'à 41% des gens vont avoir une cécité dans un ou dans les deux yeux. Pour vous dire, c'est quand même pas mal plus sévère là, qu'en sclérose en plaques. Et au niveau de la myélite transverse, ça va affecter la démarche, puis parfois, ça va être assez sévère. Moi, j'ai vu une patiente qui a dû être hospitalisée, faire de la physio. Heureusement, elle a été chanceuse, elle a bien récupéré. Puis les autres symptômes possibles, il peut y avoir de la nausée, il peut y avoir des vomissements et du hoquet. Puis les poussées, ils vont être souvent plus sévères ou graves qu'en sclérose en plaques. Et les invalidités associées sont souvent permanentes, puis ils vont laisser des séquelles. C'est pour ça que c'est important de bien diagnostiquer la maladie, parce que si on pense que c'est une sclérose en plaques, puis que finalement c'est un NMO, bien, le pronostic n'est pas le même. Fait que ça, c'est important de savoir ça. Les traitements, pendant un épisode aigu, ça va ressembler à quelqu'un qui fait une poussée de sclérose en plaques. On va donner des corticostéroïdes par voie orale ou par voie intraveineuse. On va donner aussi des anticorps. Je nommerai pas de nom de médicaments, comme on vous a dit en début de présentation. On va donner des anticorps monoclonaux, des immunoglobulines, des plasmaphéreses, des immunosuppresseurs. Ces médicaments-là, la plupart sont administrés par voie intraveineuse. Et quand la fonction motrice est atteinte, bien, c'est pas rare que la personne doit suivre des traitements de physiothérapie. Pour l'antimog, c'est vraiment une nouvelle maladie. Je vous dirais qu'à peine 4 ans, on n'en entendait pas parler. C'est quoi la différence entre l'antimog et le NMO? Ce qui est atteint, c'est au niveau de comme je vous disais, de la glycoprotéine oligodendrocytaire de la myéline. Quand on passe une ponction lombaire puis on va analyser le liquide céphalo-rachidien, ce qu'on veut voir, on cherche des bandes oligoclonales.
Fait que vous voyez ici, là, il y a quelque chose au niveau de la myéline, au niveau des oligodendrocytes. Puis c'est un trouble démyélisant aussi, qui est inflammatoire, qui va toucher uniquement le système nerveux central. Ça ressemble à de la sclérose en plaques, mais les récidives sont souvent les mêmes. Ils peuvent être parfois sévères, mais ça récupère bien, surtout quand on traite la poussée. Suivante, les symptômes, il va y avoir de la névrite optique aussi dans plus de 60 des cas, c'est quand même énorme. Il va y avoir une myélite transverse, comme je vous disais tantôt, le faiblesse et tout ça. Il peut y avoir aussi des encéphalopathies avec des crises d'épilepsie. Ça, c'est particulier. Puis il va y avoir aussi, je vous l'ai montré tantôt, le tronc cérébral. Il peut avoir une atteinte du tronc cérébral avec des troubles d'équilibre, des troubles de la parole, des troubles de déglutition, de la vision double, et j'en passe. Les traitements, ça va être aussi des corticostéroïdes par voie intraveineuse qui vont être efficaces pour la récupération de la poussée. Il peut y avoir des placements ferraires. Le placement ferraire, c'est qu'on va filtrer le sang. Puis c'est quand même un traitement qui est très long, qui dure, si ma mémoire est bonne, je pense que ça dure à peu près 4 à 5 heures. Et ce qui est particulier avec les antimog, c'est pas rare de voir des patients qui vont recevoir des petites doses de corticostéroïdes par voie orale pendant 3 à 6 mois. Fait que ça nécessite des suivis sanguins vraiment réguliers parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les corticostéroïdes ont quand même des effets indésirables. Fait que c'est important souvent, ça va jouer sur le taux de sucre. Fait qu'on fait attention parce qu'il y a des gens qui peuvent devenir diabétiques si on une prise de corticostéroïdes à long terme. Fait que c'est important d'avoir des prises de sang de façon régulière. Puis les gens qui prennent des grosses doses de cortisone pendant plusieurs mois, souvent, ils vont avoir ce qu'on appelle le moon face, avoir un gros visage, ils vont être gonflés de partout. Puis le sevrage, il faut vraiment faire ça de façon très, très, très graduelle parce que c'est vraiment important là, pour ne pas avoir de problème. Les échanges plasmatiques, ça consiste à purifier le sang de certaines cellules inflammatoires. Fait que ça diminue l'inflammation. Puis malheureusement, pour les antimogs, il n'existe aucun traitement à long terme. Fait que je vous dirais, c'est une maladie qui est nouvelle, on n'en entendait pas parler. C'est quand même une variante de la sclérose en plaques. Puis c'est important de ne pas donner des médicaments modificateurs de la maladie, autant pour les antimogs que le NMO, parce que ça peut même nuire au pronostic. La suivante. Bon, pourquoi je vous parle de la migraine ophtalmique? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui vont avoir un problème ophtalmique et ils vont nous appeler en panique en disant « Écoute, je pense que je fais une névrite optique ». Il y a 80 des migraines qui vont être sans aura. Qu'est-ce que ça veut dire sans aura? Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes neurologiques. Il va y avoir un symptôme visuel qui va se manifester sans avoir un mal de tête. La personne, elle va nous dire, bon, mais je vois des points blancs ou des petits points noirs, il y a des lignes qui vont se déplacer, la vision peut venir floue. Même parfois, il peut y avoir une perte de vision complète. Fait que ça, c'est paniquant parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a même des fois des gens qui vont nous dire, j'ai l'impression de voir comme dans un cadéléoscope. Vous savez, là, quand on était jeune, on avait une espèce d'affaire, puis on tournait ça, puis on voyait toutes sortes de cristaux de toutes sortes de couleurs de se déplacer. Mais il y a des gens, c'est ce qu'ils vont voir durant leur migraine ophtalmique. Suivant. Avec aura, il y a 20 des gens qui ont fait une migraine avec aura. Ce que ça veut dire, c'est que les gens vont avoir des symptômes neurologiques. Il peut y avoir des troubles visuels qui vont causer un scotome, ce que je vous ai montré tout à l'heure. La vision centrale va être affectée. Il peut y avoir aussi, le scotome va être scintillant. Il peut y avoir aussi une impression d'avoir des mouches noires, puis une perte de vision. Il peut y avoir aussi des symptômes sensitifs, comme un picotement, un fourmillement autour de la bouche. Il peut même avoir des troubles du langage. Puis ça va être avant la survenue des maux de tête. Puis souvent, ça va être d'un seul côté. Vous voyez, fait que quand il y a des auras, il va y avoir un mal de tête. Il n'est pas rare d'avoir des nausées, accompagner ça, des vomissements. Il va y avoir une intolérance à la lumière et au bruit. Les gens, souvent, vont nous dire, il faut que je mette des lunettes, il faut que je m'isole dans ma chambre, je me couche, je ferme la lumière, je reste tranquille. C'est assez intense comme symptôme. L'aura peut durer entre 5 à 60 minutes, tandis que la migraine, en tant que telle, ça peut durer de 4 heures à 3 jours. Imaginez quand on a un mal de tête, là, lancinant pendant 3 jours avec des vomissements. Fait que les gens qui souffrent de migraine ophtalmique avec aura, il y a des statistiques qui démontrent que c'est des gens qui vont manquer beaucoup, beaucoup le travail. Puis à la limite, il y a des gens qui sont plus capables de travailler parce que si tu fais
je ne sais pas moi, 4-5 migraines par mois, puis ça dure 3 jours, mais tu t'absentes la moitié du mois, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui vont accepter de te garder en tant qu'employé. Suivant. Les causes probables, mais c'est un problème neurologique qui va être en lien avec l'activation de certains neurones au niveau cérébral. Il peut y avoir une composante génétique. Il y a surtout des facteurs déclenchants. C'est sûr que si on prend de l'alcool, qu'on ne boit pas d'eau, on est déshydraté, c'est pas rare qu'on peut avoir une migraine. Il y a certains aliments. Il y a des gens, c'est les aliments épicés. Il y en a d'autres, ça va être le chocolat. Ça aussi, c'est très variable. Puis ceux qui sont suivis en migraine, souvent, le médecin va demander de faire un journal alimentaire, puis de regarder, d'écrire ce qu'on mange, puis de regarder c'est quoi les aliments qui vont être les aliments déclencheurs de la migraine. C'est comme ça qu'on est capable de cibler, puis on va y aller par élimination. Il y a des gens, c'est vraiment les épices. Il y en a d'autres, c'est quand ils vont manger trop sucré, trop... Fait que comme ça, c'est plus facile d'éliminer ça par la suite. Si on est capable de voir quel aliment déclenche la migraine, bien, si on fait attention, bon, souvent, on va éliminer beaucoup de migraines. Des variations hormonales, le manque de sommeil, une variation brusque au niveau de la lumière. Puis il y a des gens aussi, lorsqu'ils vivent une émotion forte ou un gros stress, bien, c'est pas rare, paf, il y a une migraine qui va arriver. Fait que ça aussi, c'est toutes des choses, il y a des symptômes, il y a des facteurs déclenchants si on arrive à mieux les contrôler, bien, on va réduire la fréquence des migraines. Ça, je pense que c'est quand même important. Puis on sait que les migraines affectent plus les femmes que les hommes, encore une fois. Les traitements. Et ça, c'est vraiment, là, il existe toutes sortes de médicaments, mais le secret, quand on a une migraine, puis les migraineux sont capables de reconnaître les symptômes, là, dès le début, il faut tout de suite prendre la médication. Nous, on appelle ça, on dit qu'il faut casser la migraine. Fait que dès qu'il y a un petit symptôme, des fois, les gens l'ignorent et disent « Ah, c'est pas trop pire, ça fait pas si mal. Je vous dirais de ne pas attendre. Surtout les gens qui connaissent bien les symptômes d'une migraine, attendez pas dès les premiers signes pour prendre la médication. On peut prendre l'AS, on peut prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a toute la famille des triptans qui existe. Il y en a une panoplie. Fait que ça, c'est rare. Des fois, le médecin en essaye un, ça ne fonctionne pas. On change pour l'autre. Puis comme je vous disais tout à l'heure, bien, dans la mesure du possible, on essaie d'éliminer ce qui déclenche habituellement la migraine. C'est pas toujours facile de dire, bon, on va arrêter d'être stressé, je ne prendrai plus jamais d'alcool. C'est pas toujours évident. Fait que la névrite optique, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le trouble visuel qui est le plus fréquent en sclérose en plaques. Vraiment, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, autour de 80 des gens vont avoir un épisode. 50 des gens, ça va être leur premier épisode, puis il y a 80 des gens qui vont avoir une névrite optique au cours de leur vie. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. Il faut rester vigilant face aux autres troubles visuels. Parce que, comme je vous disais, si jamais quelqu'un fait une névrite optique sévère à répétition, ben, il faut se poser la question. Quelqu'un qui fait que des névrites optiques, toujours dans le même œil, ben, c'est pas rare que c'est pas de la sclérose en plaques. Puis nous, ça nous est arrivé rétrospectivement des patientes qui avaient eu des diagnostics de sclérose en plaques. Puis quand le NMO est devenu plus connu, ben le test de dépistage a été fait, puis on s'est aperçu que ces gens-là n'avaient pas la sclérose en plaques. Même chose quand il y a des gens, moi je me souviendrai toujours d'une patiente, elle était aveugle, puis elle était en fauteuil roulant, puis à l'époque, le test de dépistage n'existait pas. Puis on est certain que si on avait pu, probablement que cette patiente-là, elle avait une maladie de Vic, parce qu'on ne devient pas aveugle en sclérose en plaques. Fait que ça aussi, c'est un drapeau rouge. Là. Quelqu'un qui a une névrite optique, puis que la cécité s'installe, il faut se poser des questions. C'est important aussi de bien, comme je vous disais, diagnostiquer l'anémo ou l'antimone parce que les traitements sont différents, le pronostic est différent. Puis après l'âge de 40 ans, c'est vraiment recommandé de passer un examen de la vue à chaque 2 ans parce que en vieillissant, bien, la myopie, la presbytie s'installe, il peut y avoir du glaucome, il peut y avoir de la dégénérescence maculaire. Les gens qui sont diabétiques, il faut vraiment qu'ils soient prudents. C'est vraiment recommandé de passer des tests de vue vraiment à chaque 2 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est mes références. Merci beaucoup. Je pense que j'avais enlevé des diapos parce que j'avais peur de dépasser, mais finalement, ça a été plus vite que je pensais. Toute la section sur l'UVite, tout ça, je trouvais ça un petit peu trop complexe. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé.
Ben, bravo, Josée. En tout cas, bonsoir tout le monde. Josée, tu as fait une super présentation, là. Merci. Vraiment, fait un beau résumé des problèmes visuels, puis des tests diagnostiques aussi. Puis, de ce qu'on voit, ben, c'est ça, on comprend qu'il y a des problèmes visuels qui sont reliés à la sclérose en plaques, qui sont causés par l'ASP, mais il y en a d'autres aussi, des problèmes visuels qui ne sont pas du tout en lien avec l'ASP. Puis, encore une fois, tu sais, on réalise à quel point que c'est pas facile de vivre avec la sclérose en plaques parce que souvent, on a tendance à relier toutes nos petites affections, nos petits bobos à la maladie, mais c'est bien, là, tu as fait vraiment un beau départage là, de qu'est-ce qui est relié et ce qui fait plus partie d'une affection de la population en général. Donc, ben, bravo. Il y a Merci. eu plusieurs questions, quelques questions qui ont été répondues au fur et à mesure, surtout au niveau de la névrite optique. Peut-être tu peux les dire parce que, tu sais, si les gens l'ont posé dans le chat, c'est pas tout le monde qui... Il y a une question, peut-être, je vais la lire, là. Est-ce possible d'avoir un trouble dans les deux yeux? Pour ma part, un point lumineux blanc qui fait que j'ai de la misère à lire. Je vois très bien les formes et couleurs. En principe, un point lumineux blanc, c'est un autre problème de vision. Là. Moi, je pense que c'est quelqu'un que ça vaudrait la peine qu'il consulte dans un premier temps un optométriste, parce que maintenant, les optométristes ont des machines de plus en plus perfectionnées. Là. Il y a plein de tests qu'ils peuvent faire. Puis si c'est pas suffisant, mais l'optométriste va référer un collègue qui est ophtalmologiste ou même neuro-ophtalmologiste. OK. Il y a une autre question qui vient de Frédéric, c'est avez-vous des nouvelles recherches en lien avec les recherches sur le virus du Epstein-Barr? Ça n'a pas rapport avec les... Non, ben c'est ça, mais je pense que récemment, là, je ne sais pas si toi ou Isabelle, là, vous pouvez répondre, mais je sais que récemment, il y a eu des études qui ont démontré qu'il y avait probablement... Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, j'ai travaillé 25 ans en sclérose en plaques, puis il y a 25 ans, on disait que probablement une des causes de la sclérose en plaques, c'est quelqu'un qui, dans son jeune âge, a attrapé le virus du Epstein-Barr, puis qui était resté latent, puis ça serait développé. Là, je pense qu'il y a eu une nouvelle étude là, ils ont été capables de faire un parallèle. Là. Je ne me souviens plus trop, j'ai lu ça récemment. Là. Je ne sais pas si une de vous deux peut préciser. Là. Moi, je ne l'ai pas lu complètement, l'étude, là, mais ça fait longtemps que ça existe, là, le lien entre le virus d'Epstein-Barr puis la sclérose en plaques. Là. Mais je ne pourrais pas en dire. La société de l'ASP, excuse-moi, je vous dis, la société de l'ASP a publié un communiqué face à cette étude-là. Je vais le mettre dans la conversation pour que les gens puissent aller. Merci, Marie-Ève. Cette étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de remerciements, Josée, vraiment beaucoup de commentaires de remerciements pour les bonnes informations. C'est pertinent, c'est aidant. Oui, parce que comme je le dis... Oui, vas-y, Josée. Il y a une question, c'est marqué à la longue, c'est Suzanne qui pose la question, c'est à la longue, on peut avoir des séquelles. Puis elle marque un point d'interrogation à la rétine. Bien, en principe, la rétine, dans le fond, c'est pas c'est le nerf optique qui est affecté. La rétine, c'est autre chose. Tu sais, on peut faire des rétinopathies suite à quelqu'un qui est diabétique. Il y a des gens qui ont des maladies de rétine. Moi, je me souviens quand à Notre-Dame, il y avait un ophtalmologiste qui était spécialisé en rétine. Il ne faisait que ça. C'est pour ça que je dis que c'est très en vieillissant. Il y a plein d'autres problèmes visuels qui peuvent s'installer. C'est pour ça que c'est important. Tu sais, on se fait faire des prises de sang, on fait faire des mammographies après 50 ans, mais les yeux aussi, c'est précieux, on en a juste 2. C'est pour ça aussi que, quand je vous disais en début de conférence, pourquoi c'est facile de diagnostiquer une sclérose en plaques? Si quelqu'un dans la vingtaine perd la vision d'un œil, ben c'est sûr qu'il va consulter. Hein? C'est rare qu'on reste à la maison si on se lève et que ça fait 24 heures qu'on ne voit pas d'un œil. Puis les urgentologues bien, sont sensibilisés à ça. Ils savent que s'ils voient une jeune personne qui a une névrite optique isolée, bien, ils vont demander une résonance. Puis c'est sûr que des fois, il n'y a pas de lésion. Quand il n'y a pas de lésion, on va faire un suivi, mais on sait pertinemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans ma conférence, mais on sait pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a fait un épisode de névrite optique, qui passe une résonance, qui a plus de 3 lésions,
au niveau cérébral, mais le risque d'avoir la maladie est autour de 90 à 95 %. On sait que les gens qui font des névrites optiques vont faire un second épisode. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que les gens qui commencent la maladie par une névrite optique ont une meilleure évolution, un meilleur pronostic. C'est des gens qui vont mieux. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, je pourrais rajouter quelque chose pour avoir travaillé à l'urgence pendant au moins 5 ans. Là. Puis je le dis, moi, souvent à mes patients, là, quand vous avez la sclérose en plaques et vous allez à l'urgence, s'il vous plaît, dites-le à l'urgentologue. Faites-le pas chercher comme un codingue. Là, c'est vrai, c'est important. Moi, c'est arrivé, j'ai des patients, ils vont à l'urgence, mais ils arrivent là, ils sont paniqués, c'est sûr, avec leurs symptômes, mais ils ne disent pas qu'ils ont sclérose en plaques. Fait que là, l'urgentologue doit deviner, poser plein de questions. Fait que aller tout de suite au but, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Puis je vous disais tout à l'heure, avec les trucs que je vous ai donnés pour diagnostiquer, je pense que si vous les appliquez, bien, la majorité d'entre vous, si vous faites un épisode de névrite optique, vous allez être clair. Quand vous allez laisser le message à l'infirmière de la clinique, vous allez dire, écoutez, ma vision est affectée, j'ai une douleur, je vois pas, ma vision centrale est affectée, je vois pas bien le rouge, j'ai pas de rougeur, ça coule pas. Fait que vous allez devenir des experts, ça va être facile parce que souvent, les gens nous appellent, ils nous décrivent toutes sortes de symptômes visuels. Puis des fois, c'est complètement autre chose. Mais là, avec ces trucs-là, je pense que vous allez être en mesure, ça va vous rassurer. Si votre œil coule, puis que, excusez, il y a plein de petits collants dans le coin, mais c'est pas une névrite optique. Ça, c'est facile. Fait que c'est important quand vous appelez, comme je disais, si vous allez à l'urgence, vous dites que vous avez la sclérose en plaques, mais quand vous appelez, essayez d'être le plus précis possible dans vos symptômes parce qu'on ne vous voit pas. Puis si la névrite vous fait très mal, le médecin, si ça fait longtemps que vous êtes suivi, probablement qu'il ne vous verra même pas, il va vous envoyer une ordonnance à la pharmacie de corticostéroïdes et ça fonctionne très, très, très bien. Nous, on le faisait souvent. Puis on faisait un suivi, puis les gens disaient, écoute, merci, au bout de 3 jours, là, ma douleur est complètement disparue, la vision n'est pas revenue complètement, mais au moins, il n'y a plus d'inflammation. Pourquoi ça fait ça? C'est que le nerf optique est tellement enflé. Je fais la joke de quand les gens, on dit, oh, maman, mes tresses sont trop serrées, mais c'est un peu ça. C'est comme un élastique. Puis quand le nerf optique est en inflammation, bien, dès qu'il bouge, ça crée une douleur qui est parfois insupportable. Josée, on a quelques questions sur la récupération d'une névrite optique. Combien ça peut prendre de temps, les séquelles? Si j'avais une boule de cristal, là, je serais bien contente de dire, vous, madame, ça va durer 10 jours. Vous, ça va durer 3 semaines. Vous, ça va durer 3 mois. Comme je le disais, là, il n'y a aucune façon de savoir combien de temps ça va prendre. Puis ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir un gros pourcentage dès le début, puis le 20 % qui reste, ça peut prendre 1 an des fois. Ils vont dire, si je vais au soleil, ma vision... Là, il va rester comme plus sensible. S'ils prennent un bain chaud, la vision est floue. Ça, c'est des symptômes qui peuvent durer plusieurs mois. Des fois, la vision a presque récupéré, mais le phénomène du TOF, il va rester. Mais c'est ça, il n'y a pas de façon de prédire, malheureusement. Là. Puis d'une névrite à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Mais cela dit, ça me permet de préciser que si vous faites une névrite sévère, ça ne veut pas dire que la prochaine, elle va être plus sévère, puis ça ne va pas en augmentant. Vous pouvez en faire une légère, une moyenne, juste des petites. Ça non plus, on n'est pas capable de déterminer l'intensité et la sévérité de la névrite d'avance. C'est impossible de prédire ça. Il y a une autre question concernant le Tylenol puis la douleur lors d'une névrite optique. Ils disent, est-ce qu'il y a autre chose que je peux prendre? Bien, comme je disais, on ne peut pas nommer de médicaments, mais comme je disais, les corticostéroïdes, les médecins vont prescrire ça. Il y a des médicaments non stéroïdiens, des anti-inflammatoires non stéroïdiens aussi qui peuvent aider. Mais ça, il faut vraiment, vous pouvez aussi appeler votre pharmacien de spécialité, il va pouvoir vous conseiller des médicaments, puis souvent, même si selon vos symptômes, il va peut-être dire, d'après ce que tu me décris, ça vaut la peine que tu contactes ton neurologue ou ton infirmière de clinique. Il y a une autre question, c'est pourquoi les gens avec névrite optique ont un meilleur pronostic et quel est ce pronostic? Bien, comme on disait, c'est parce que c'est seulement le nerf optique qui est atteint, tandis que quelqu'un qui a des lésions au niveau du tronc cérébral ou du cervelet, que ça affecte la démarche, l'équilibre et tout ça. Bien, puis là, c'est pas rare que les gens qui commencent, comme je disais, la maladie par une névrite optique, puis si jamais tu as juste 2-3 lésions,
ben, il y a plus de chances que tu évolues mieux que quelqu'un qui a une multitude de lésions dès le départ. Mais ça, par contre, je fais un bémol là-dessus parce qu'on ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a des gens qui ont une grosse charge lésionnelle puis qui vont quand même très bien. Puis il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de lésions qui vont moins bien. Fait qu'il y a la taille des lésions qui influence, où elles sont placées, est-ce qu'elles sont en activité? Il y a toutes sortes de facteurs qui influencent ça. Fait que je vous dirais que il y a beaucoup d'inconnus encore, malheureusement. Là. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On connaît de mieux en mieux la maladie, mais c'est très difficile. Puis ce qui est compliqué aussi, c'est que nous, on avait 4000 patients à la clinique. J'ai jamais vu 2 patients identiques. Chaque personne est unique. Fait que vous êtes des gens uniques, ça, c'est bon. Mais vos symptômes, je vous dirais que c'est pour ça qu'il faut éviter de se comparer entre vous parce que des fois, les gens disent « Ah, mon Dieu, hey, ma chum a fait une névrite, ça a duré 6 mois. Est-ce que moi, ça va durer 6 mois? » Ça se peut que ça dure 10 jours. Fait qu'évitez de vous comparer de grand. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Là. Si j'ai un conseil à vous donner, ça serait celui-là, d'éviter de vous comparer. Puis même d'une fois à l'autre. C'est ça, ça peut varier d'une fois à l'autre. Jamais pareil, les poussées. Ça en plein ça. On ne peut pas prédire ça va être quoi la poussée. Tu sais, ça peut être une névrite, ça peut être un engourdissement, ça peut être une faiblesse, ça peut... Puis, tu sais, quand Nathalie a présenté, si vous avez seulement une recrudescence de fatigue puis que vous n'avez pas d'autres symptômes, ce n'est pas considéré comme une poussée. Mais en période de poussée, c'est pas rare là, de voir une recrudescence de la fatigue. Mais si vous êtes juste plus fatigué, vous n'avez pas d'autres symptômes, on ne peut pas appeler ça une poussée. Ça, c'est vraiment important. Josée, il y a un autre élément qu'on n'a pas parlé, mais il y a quelques semaines, j'ai eu une patiente qui disait qu'elle avait une vision trouble, une vision dédoublée, puis c'était comme intermittent. Il y a certains médicaments qu'on peuvent donner ce type de dysfonction-là, notamment, ben, elle, dans son cas, c'était un médicament pour la douleur neuropathique. Donc, c'est ça. Il y a des antiépileptiques aussi qui peuvent donner ça. C'est quand même, important de garder ça à l'esprit parce que c'est pas nécessairement là, non, puis les gens qui font du strabisme, moi, mon conjoint fait du strabisme, puis quand il cache son œil puis il revient, ça fait un OIM, tu sais, il n'y a pas d'atteinte neurologique, mais il souffre de strabisme. Fait que ça aussi, ça ne veut pas dire que c'est de la sclérose en plaques. Fait que c'est important. Dans le doute, là, quand vous avez quelque chose qui est particulier, qui dure plus que 24 heures, en l'absence de fièvre, d'infection, bien, laissez un message clair à votre infirmière de clinique, à votre infirmière de programme, à votre pharmacien de spécialité, puis ils vont être en mesure de vous pister et de dire oui, ça vaut la peine de consulter. Non, ça, c'est autre chose. Moi, je me souviendrai toujours d'une patiente qui avait eu un problème visuel, mais c'était bizarre. Puis finalement, c'était un problème vasculaire. J'avais dit au médecin, ça ne ressemble pas à de la sclérose en plaques, mais c'était une patiente qui était fumeuse, sédentaire, avec un surplus de poids. Puis on l'a vu vite, puis elle a fait une amorose fugace, puis elle était toute bloquée, puis elle s'est fait opérer. Puis... Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas dire comme c'est pas tout qui est relié à la sclérose en plaques. Fait que soyez vigilants, puis décrivez vos symptômes comme il faut, parce que nous, c'est très aidant quand vous appelez puis que vous êtes clair dans votre description de symptômes. Moi, je dis toujours à mes patients, j'aime mieux que tu m'appelles pour rien. C'est ça. On se dira bonjour. En plein ça. En plein ça. Je suis d'accord. Sayonara, bye-bye. Là. Puis surtout que pour renchérir... J'allais faire un neurologue ou soit le neurologue n'est pas là, je le réfère à l'urgence. Puis pour enchérir ce que tu dis, Judith, aussi, c'est que des fois, vous êtes tellement inquiète que vos symptômes sont exacerbés parce que vous êtes inquiète. Vous nous appelez, on vous rassure. Puis des fois, les gens ils me renvoient un courriel et disent « Mon Dieu, tu fais-tu de la magie? Je t'ai parlé, puis là, mes symptômes ont diminué de 50 » Juste parce que quand on est rassuré, mais nous-mêmes, si on est stressé, là... Tu sais, je veux dire, nos symptômes, là, moi, l'autre jour, là, je racontais ça avant que la conférence commence, j'ai reçu quelqu'un qui a finalement attrapé la COVID, puis là, quand il nous a appelés, il nous dit ça, j'étais là, « Oh mon Dieu, il me semble que j'ai mal à la gorge. Je me semble que mes ganglions sont enflés. » Pendant 5-10 minutes, j'avais l'impression que j'avais tous les symptômes de la COVID. Finalement, je ne l'avais pas. Fait que c'est pour vous dire, c'est normal de s'inquiéter là, quand on ne sait pas trop ce qui se passe, là. Puis, tu sais, aussi, comme dans la conférence à Judith, là, SP101, on dit, bon, ben pour une poussée, il faut que le symptôme soit constant pendant plus de 24 à 48 heures. Mais c'est sûr que dans un cas de problème visuel, dans le doute, si ça fait
quelques heures, puis c'est quand même flagrant. Non. Pas de, tu sais, qu'on a éliminé une pseudo-poussée, en fait, là, qu'on n'a pas d'infection au fièvre, ben, tu sais, n'hésitez pas là, à contacter votre neurologue ou votre infirmière de clinique. Oui, ça, c'est important. C'est un bon point, Isabelle. 48 heures là, avant de le signifier. Ouais. Surtout quand c'est sévère, des fois, les gens se couchent la veille, ils sont corrects, puis le lendemain, ils se lèvent. Moi, ça m'est arrivé une fois, une patiente, elle m'appelle, elle dit, écoute, c'est gris, je vois gris. Puis la veille était correcte. On l'a tout de suite, on avait de la place, elle est venue, puis effectivement, elle faisait une névrite optique. On n'a pas attendu 24 heures, là, parce que c'était franc, là, son symptôme était franc. Il y a des fois, ça arrive aussi, il y a des patients, moi j'ai vu, là, des fois, c'est tous les muscles autour de l'œil. Oui. S'il y a une faiblesse, mettons que la transmission nerveuse ne se fait pas bien, mais ça peut donner ça aussi des symptômes de double vision. Un matin, j'en avais une de nos patientes, là, elle avait ça, de la double vision. Elle, c'était comme les deux yeux, là, mais elle avait comme, tu sais, là, c'était les muscles autour de l'œil. Il y a plusieurs muscles autour de l'œil pour faire le focus. Oui. Puis comme je disais... D'une lentille de caméra, là, tu sais, un œil, c'est complexe. Oui, c'est très complexe, un œil. C'est très complexe. C'est pour ça que, dans le doute, là, comme on se répète, mais dans le doute, n'hésitez pas à appeler les personnes concernées. Écoutez, je vous remercie. Vous avez été vraiment très actifs dans vos questions. C'est super. Puis, juste vous dire que la prochaine conférence va être autour du mois d'avril. Tenez-vous au courant, puis ça va être annoncé sur la page Facebook de la Société canadienne. Sur ce, je souhaite à tout le monde une excellente soirée. Puis, merci, Josée, pour ton excellente présentation. Puis, tu as une panoplie de remerciements dans la boîte de clavardage. Bon, mais c'est bon. Puis merci à mes deux comparses d'avoir répondu à la boîte de clavardage. Comme ça, je me suis concentrée. C'est pour ça que ça va plus vite aussi. Parce que quand on doit répondre aux questions au fur et à mesure, là, on dépasse l'heure. Mais là, moi, je me suis concentrée sur ma présentation. Puis mes collègues, bien, ils ont fait une partie de ma job. Fait que merci tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Bye tout le monde. Bye. Bye.